Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Jebal Taleb et Jean-François Kandji-Kombe. Et tout de suite au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a limogé lundi les chefs d'état-major de son armée. Les remplaçants ont été nommés dans la foulée. Le chef de l'État reproche notamment à l'armée de n'avoir pas su contenir les assauts du groupe terroriste Boko Haram. Emmanuel Milimono. Nouveau tournant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram au Nigeria. Le président de la République, Muhammadu Buhari, a limogé ce lundi 13 juillet 2015 l'ensemble des chefs d'état-major des armées du pays. Ils ont tous été remplacés dans la foulée. Ces nominations sont les plus importantes depuis la prise de fonction du nouveau chef d'État. La première lecture, c'est que le président Buhari vient d'être élu. Donc, il a besoin notamment d'être entouré par des hommes de confiance au niveau de l'état-major de l'armée. La deuxième lecture, la lutte contre Boko Haram nécessite un dispositif militaire adapté à ce type de menace et cela nécessite également des hommes de confiance. Ce changement dans le commandement central militaire est également un signal pour montrer que l'État nigérian ne soutient pas l'atteinte aux droits des populations faites par l'armée régulière. Le président a limogé notamment les chefs d'état-major de l'armée des terres, de la marine et de l'armée de l'air, tous nommés par l'ancien président Goodluck Jonathan en janvier 2014. Muhammadu Buhari, lui-même ancien général, a nommé leur successeur dans l'après-midi et a également pourvu le poste de conseiller national à la sécurité. Ces limogeages interviennent une semaine avant sa rencontre avec son homologue américain, Barack Obama. Le président Buhari a besoin de donner un signal fort, un message fort à l'ensemble de la communauté internationale, y compris le président Obama, pour dire qu'il y a une vraie rupture dans la gestion de la menace terroriste au Nigeria et en Afrique centrale et qu'il prend les choses en main. Son prédécesseur, Goodluck Jonathan, avait essuyé les critiques répétées de ses détracteurs qui lui reprochaient un manque d'efficacité dans la lutte contre Boko Haram. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a délocalisé le centre des opérations de la lutte contre Boko Haram de la capitale Abuja à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno et berceau de la secte islamiste. Jean-François, en limogeant les chefs de l'armée, le président veut montrer sa détermination. Il a dit, mais est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose sur le terrain ? L'avenir seulement nous dira si ça peut changer quelque chose sur le terrain. Ce limogeage est une décision qui a sans doute une dimension militaire, mais qui a aussi une dimension politique. Dans un pays comme le Nigeria, c'est le cas au Nigeria aussi, le président est le chef des armées. On pouvait considérer, y compris sous Goodluck Jonathan, que c'était cette tête-là qui manquait de décision et que à la fois les chefs d'état-major des différentes armes pouvaient rester en place parce qu'ils avaient d'une part la compétence, ils ont une excellente formation par ailleurs qui n'est pas contestée, et peut-être qu'avec une nouvelle direction politique ils pouvaient... Alors le constat qui est fait ici par le nouveau président est un constat différent. Je crois surtout que nous sommes aussi engagés dans une autre forme de guerre, en tout cas un élément de cette guerre qui est un élément psychologique. Il faut marquer des coups, il faut frapper psychologiquement, et le renouvellement des forces à la tête des forces armées participe aussi de cela. Et puis, comme Daoud l'a dit tout à l'heure, je crois qu'à ce niveau-là, il faut des hommes de confiance. Et sans doute que le président Buhari voulait placer des hommes qui avaient toute sa confiance, contrairement à ceux qui étaient là auparavant. Ce n'est pas cela qui change nécessairement le cours de la guerre. C'est les stratégies de terrain. Il n'en est pas question aujourd'hui. C'est aussi la formation des troupes. C'est aussi le moral des troupes qui sont sur le terrain, parce que ce moral a décliné, nous le savons très bien, sous le président Goodluck Jonathan. Il avait tellement décliné que les troupes nigérianes, qui étaient censées être parmi les mieux formées, passaient leur temps à déguerpir à chaque fois que Boko Haram arrivait. Donc, c'est un coup sans doute moral, politique, militaire. Nous verrons demain si c'est une bonne stratégie, en tout cas si c'est une bonne décision avec des conséquences pratiques sur le terrain. J'ai mal. Alors très rapidement, depuis l'élection du président Muhammadu Buhari, les attaques de Boko Haram ont continué avec la même intensité. Est-ce que c'est une lutte contre le terrorisme qui piétine ?
Non, elle ne piétine pas et c'est tout à fait normal. Je veux dire, l'agenda des djihadistes de Boko Haram, lui, ne changera pas. Et à la limite, ils vont plutôt intensifier pour démontrer, sans doute à leur façon, que le changement de pouvoir ne change pas grand-chose à leur stratégie et que Buhari ou Goodluck, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. En tout cas, c'est le message qu'eux veulent donner. Après, il faut donner le temps au président Buhari de s'installer. Il a la réputation d'être un homme à poigne, il a la réputation d'être un homme inflexible. Il le démontre, en tout cas par les gestes politiques qui pour le moment ne sont que politiques. Il fait changer donc l'ensemble du commandement militaire, mais surtout, il modifie donc le pôle opérationnel à Maïdougouri, qui est donc l'épicentre de Boko Haram. Enfin, Jean-François a raison, il faut lui donner le temps. Et dans 1 an, dans 2 ans, on fera le bilan. C'est difficile de le faire aujourd'hui, mais en tout cas, le débit est plutôt bon. Merci. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, l'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Cette décision a été annoncée lundi par le président Alassane Ouattara. 700 milliards de francs CFA seront débloqués dans ce sens. Awar Barkala. Tous les jeunes Ivoiriens de 6 à 16 ans devront se présenter à l'école dès la rentrée 2015-2016. C'est une mesure obligatoire qui vient d'être annoncée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Un budget de 700 milliards de francs CFA pour cette mesure a été fixé. S'il manque encore 100 milliards de francs CFA pour la rentrée prochaine, le gouvernement se dit confiant sur ses capacités à mobiliser cette somme d'ici à septembre 2015. La nouvelle a été accueillie favorablement par les parents d'élèves parce que pour une fois, les parents se voient dans l'obligation de scolariser leurs enfants. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, de façon particulière et dans tous les pays africains, la scolarisation pose un problème. Mais surtout, ce qui est la bonne nouvelle pour les parents, c'est que cette obligation scolaire est arrimée à la gratuité de l'école. L'État prendra en charge aussi bien de façon directe ou indirecte l'obligation scolaire. Le budget de 700 milliards de francs CFA sera consacré à la construction de nouvelles classes, au recrutement de 5000 enseignants-professeurs et à la revalorisation de leurs salaires ainsi qu'à l'achat de manuels et de kits scolaires. Le gouvernement appelle les familles à inscrire dès à présent leurs enfants dans les écoles afin de garantir la réussite des jeunes Ivoiriens et le succès de cette mesure. Quand on parle d'obligation scolaire, c'est que chaque parent a obligation de le faire. Mais c'est un processus qui est en cours. La loi n'est pas encore chose votée. Il est évident que quand la loi va être votée par l'Assemblée nationale, donc les parlementaires diront ce à quoi s'exposent les enfants, les parents qui ne scolarisent pas leurs enfants. La politique de scolarisation obligatoire faisait partie du programme présidentiel d'Alassane Ouattara. L'opposition y voit toutefois une mesure démagogique à l'approche des présidentielles. Jean-Marie, la prochaine rentrée, c'est dans 2 mois seulement. Est-ce que ce délai vous semble tenable pour appliquer cette mesure ? Le délai semble relativement tenable, tout simplement. Pourquoi ? Déjà, je veux souligner une chose là-dessus, Fanny, avant de répondre à votre question. C'est vraiment une très très bonne démarche qui est prise par la Côte d'Ivoire, parce qu'on déplore dans la plupart de nos pays africains que vous avez, si vous voulez, des jeunes qui traînent dans les rues, qui n'ont rien à faire. C'est vrai, je préfère encore avoir un jeune qui a suivi un cursus et qui ne trouve peut-être pas du boulot à la fin que de voir des gamins traîner dans les rues. Parce que ça participe à quoi? Ça participe, si vous voulez, à l'éducation globale de la nation, pas seulement des gamins. C'est-à-dire le fait de mettre des gamins très très tôt à l'école et que la majorité de la population y aille, c'est un acte qui est très très positif. Quand on regarde d'où vient la société ivoirienne aujourd'hui, c'est déjà une façon de pouvoir gommer toutes les inégalités qui ont été causées durant la décennie de guerre. Donc à partir de là, on met tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité en disant que chaque enfant ivoirien entre 6 et 16 ans doit obligatoirement aller à l'école. Donc ça me semble vraiment être une mesure, quoique le temps, il suffit tout simplement de mettre les moyens nécessaires sur le terrain, de pouvoir donner par exemple le pouvoir aux autorités des collectivités locales de pouvoir superviser ça. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que la plupart des familles africaines ont besoin d'avoir leurs enfants aller à l'école aujourd'hui pour pouvoir progresser. J'ai mal alors rapidement rendre l'école obligatoire, est-ce que c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre le travail des enfants? Oh, pas seulement, entre autres, mais pas seulement. Tidjani Thiam, qui est, de mon point de vue, un intellectuel africain de grand niveau, on lui pose la question que si vous voulez que le continent africain s'améliore, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit 3 choses. École, école, école. Je pense que c'est un Ivoirien.
Et donc les Ivoiriens, finalement, ne sont pas les plus en retard pour les bonnes idées. Je suis absolument étonné que ça n'ait pas été le cas d'ailleurs depuis très longtemps et que ça ne soit pas généralisé. Je pense que c'est la moindre des choses. La place d'un enfant de 6 à 16 ans, elle est à l'école, elle n'est pas ailleurs. Et donc le Côte d'Ivoire, le président Ouattara prend la bonne mesure de mon point de vue. Et si tout le monde pouvait lui emboîter le pas, le continent africain, dans les 25-30 prochaines années, ne s'en porterait que mieux. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Selon l'édition 2014-2015 du rapport mondial sur la compétitivité, le Rwanda est le 7e pays le mieux géré au monde. Il se retrouve ainsi devant des nations comme la Suisse ou le Luxembourg. Ce rapport se base sur des critères tels que le gaspillage des ressources, les obstacles à la régulation et la transparence dans l'élaboration des politiques nationales. Jean-François, est-ce que c'est un résultat surprenant ? Non, autour de cette table, je pense que, y compris compte tenu de ce que nous avons dit au début de cette émission, c'est un résultat qui n'est pas surprenant du tout. C'est même un résultat qui est remarquable, au-delà du remarquable, lorsqu'on sait d'où le Rwanda vient. Donc le président Kagame, c'est à son actif d'avoir su non seulement ressouder les Rwandais entre eux, mais de façon assez déterminée, reconstruire une économie, une administration, un système économique qui est transparent, qui est efficace dans une certaine mesure. Je finirai juste en disant que tout ça ne justifie pas qu'on ne passe pas la main. Jean-Marie, est-ce que la transparence dans la gestion, c'est une incidence directe, conséquente sur la compétitivité d'une nation? Ça a une incidence directe tout simplement. Pourquoi? Parce que le fait que vous ayez un environnement stable, sécurisant pour les entreprises, ça attire les idées. Tout à l'heure, là, on a parlé de la question de gestion. Si le Rwanda est aujourd'hui classé 7e pays le mieux géré au monde, c'est tout simplement lié à quoi? C'est lié à l'environnement, le pragmatisme que les pouvoirs publics rwandais ont mis en place. Et surtout, ça n'a pas été, et c'est là où je dis que c'est vraiment, c'est quelque chose de très très bien pour ce pays-là, dans la mesure où on a annoncé des choses, mais on les applique. Sur ce plateau, nous parlons toujours des stratégies, des politiques, des dossiers qui sont traités en amont, qui sont mis en place, mais dont l'opérationnalité, l'applicabilité, si vous voulez, sur le terrain, on ne les voit pas. Et j'estime que vraiment c'est une très très grande chose et qu'il y ait beaucoup de pays en Afrique qui puissent prendre, sur un petit pays comme le Rwanda, c'est vrai que les environnements en Afrique sont différents, comme Jemal le répète toujours, nous sommes 54 pays, donc on ne peut pas, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise école, si vous voulez, pour toutes les économies africaines. Jemal, rapidement, une réaction sur ce classement. Je suis absolument pas surpris. Je suis absolument fan du président Kagame, que je considère comme étant le Bismarck du continent africain. Bravo, ça ne justifie pas son maintien, bien entendu, ça n'a rien à voir. Moi, je suis plutôt pour la liberté y compris pour le 3e et 4e mandat. Enfin, c'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, il n'est pas très populaire. Mais plus sérieusement, le Rwanda est un pays, il n'est pas le seul. On oublie toujours de citer le Botswana, qui est un excellent pays en matière de gestion et qui est cité un exemple parce que les cliniques de ce pays n'ont absolument rien à envier au monde entier. Comme quoi, quand on est capable de le faire, on le fait. Et puis, le Rwanda sort d'une guerre civile. Il y a 25 ans, personne n'aurait parié un copec sur ce pays. Voilà qu'il est cité parmi les meilleurs exemples. Mais l'Éthiopie est aussi un autre pays qui a connu une famine il n'y a pas longtemps et qui est aujourd'hui le tigre du continent africain. Celui qui désespère les Africains. Voilà l'exemple flagrant qu'il se trompe lourdement. En tout cas, je ne fais pas partie de cela. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré à la réforme universitaire. Jean-François, merci d'avoir été là. C'était mon plaisir particulier d'avoir participé à ce débat vigoureux, revivifiant, tonifiant. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous avons passé une très belle heure entre nous. Jemal, merci. Et espérons bien que les téléspectateurs apprécient. Merci Fanny, c'est aussi un grand plaisir et je remercie Jean-Marie qui a remarqué que l'enseignement est sérieux pour qu'il soit confié aux enseignants. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.